Mesdames et messieurs, pour ceux que je n'ai pas encore croisés, bonjour. Merci beaucoup d'être venus à ce rendez-vous, à cette conférence de presse. C'est la deuxième pour la centrale canine. Pour certains, vous étiez déjà venus l'année dernière sur un autre sujet. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler de cette idée que la centrale canine aimerait porter. C'est celle de la semaine du chien. C'est-à-dire que le meilleur ami de l'homme méritait une semaine au moins pour lui rendre hommage et pour montrer tous les bienfaits qu'il peut nous apporter. Du 1er au 8 octobre, la SCC inaugure donc dans toute la France cette première édition de la Semaine nationale du chien. Donc je me présente, je suis Alexandre Balzer, je suis le président de la centrale canine. Et nous aurons plusieurs intervenants pour vous présenter la Semaine nationale du chien et puis tout l'intérêt de mettre en avant ce rapport positif que l'on a avec l'animal, que l'on mette en avant tout ce que le chien peut nous apporter et pas simplement entendre toujours les abandons, les maltraitances. Elles existent, c'est vrai, et il faut les combattre. Mais là, le but, c'est de mettre en avant les points positifs parce qu'il y en a énormément. Nous aurons un message de Monsieur le ministre Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui nous fera le plaisir et l'honneur de nous parler, parce qu'il a accepté que le ministère participe à cette semaine du chien. Je vous présenterai aussi, et je tiens à le remercier, le docteur Jacques Guérin, qui est le président de l'Ordre national des vétérinaires. Nous aurons notre sociologue, le docteur Christophe Blanchard de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je ferai appel aussi à mon directeur, au directeur de la centrale, monsieur André Varlet. Et puis, je tiens à remercier tout particulièrement l'armée de l'air et de l'espace représentée par le capitaine Frédéric, ainsi que le capitaine Guillaume Godineau, référent national cynotechnique de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, qui nous parleront de ce qu'ils organiseront dans cette semaine du chien. Donc, au programme de cette conférence de presse, la présentation de la première édition de la Semaine nationale du chien, où on veut mettre vraiment en avant le rôle bénéfique du chien à l'honneur partout en France. Nous aurons l'explication plus sociologique de cette histoire de l'intimité durable entre l'homme et le chien. Et puis nous verrons avec André que le chien est un binôme indispensable à l'humain dans énormément de domaines. Quelques mots pour vous présenter la centrale canine, véritable maison du chien en France. C'est une vieille dame, elle a été fondée en 1881. C'est une association de la loi 1901, reconnue d'utilité publique en 1914, et dont les principales missions sont la gestion du livre généalogique, ce qu'on appelle le LOF, le livre des origines français, l'amélioration et la reconstitution des races de chiens. Il faut savoir que la France est l'un des pays dans le monde qui a le plus de races patrimoniales, et il est important que dans ces races patrimoniales, il y en a plus d'une cinquantaine, eh bien, nous puissions les mettre en avant parce que c'est la diversité génétique et c'est tout l'intérêt d'avoir ces races patrimoniales en France. Évidemment, notre rôle est aussi la promotion et la protection des différents rôles du chien dans la société, la défense des intérêts de l'élevage et bien entendu coordonner et fédérer tous nos clubs de race, les associations canines territoriales et aussi les 1500 clubs d'utilisation répartis sur l'ensemble du territoire qui seront évidemment les partenaires de cette semaine du chien. Le livre des origines françaises, c'est cet arbre généalogique, c'est cette Bible avec l'ensemble des chiens de race. Il répertorie toutes les origines des chiens français de race et c'est le seul registre généalogique canin officiel agréé par le ministère de l'Agriculture. Et c'est un gage de qualité portant sur la morphologie, le comportement, mais aussi la santé, puisque beaucoup d'examens de santé sont demandés pour pouvoir faire reproduire après ces chiens de race. Bien entendu, au cœur des actions de la centrale canine, il est important aussi de mettre en avant le bien-être animal. Nous récusons toute forme de violence sur l'animal, et en particulier évidemment du chien qui nous concerne aujourd'hui. Et nous avons mis en place des bonnes pratiques dans le cadre du bien-être animal pour toutes les disciplines
d'utilisation que nous avons, mais aussi pour les expositions. Là, vous avez l'exemple des bonnes pratiques pour la CNEAC, la Commission nationale d'éducation et des activités cynophiles, celle entre autres pour l'Agility, et bien entendu toutes nos campagnes de communication pour la prévention des maltraitances et tout simplement des maltraitances journalières où on oublie tout simplement son chien au soleil. Ben non. C'est une semaine du 2 au 8 octobre qui est dédiée vraiment aux meilleurs amis de l'homme. Il y a plus de 7,5 millions de chiens en France. Et parmi ceux qui n'ont pas de chien, 21% en aimeraient un. Et 85% des Français le considèrent comme un membre de la famille à part entière. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément évolué depuis une centaine d'années, passant du chien de ferme dans une niche à l'extérieur à le chien qui dort entre monsieur et madame dans le lit. On a déjà plus d'une centaine d'événements qui sont inscrits dans ce cadre de la semaine du chien et la dynamique est vraiment lancée puisque en quelques jours nous en avons 20 de plus. Donc on va atteindre, je le pense sans aucun problème, au moins 200 événements répartis sur l'ensemble de la France. L'objectif de cette semaine du chien, c'est vraiment de montrer l'aspect positif de la relation qu'on peut avoir avec le chien, promouvoir son rôle bénéfique, ses compétences exceptionnelles. On a la chance déjà d'avoir pu créer il y a quelques années, on en est à la 5e édition, le trophée des chiens héros pour ceux qui ont pu y participer et venir voir. C'est mettre en avant ses capacités exceptionnelles. Là, on a récompensé à la dernière édition un chien qui détecte les fuites d'eau. C'est-à-dire qu'il se promène au bord des routes et puis il détecte les odeurs de chlore, il peut détecter les fuites d'eau, mais on avait des chiens qui avaient postulé, qui détectaient la mérule dans les charpentes, les punaises de lit dans les maisons. On peut détecter des cancers. C'est vraiment une aide extraordinaire. Et puis, la semaine du chien, c'est aussi informer les futurs maîtres et maîtresses pour favoriser des adoptions responsables, pour éviter évidemment des éventuels abandons plus tard. Et puis de faire découvrir les multiples activités que l'on peut pratiquer avec son chien. On pense à l'agility immédiatement, mais il y a plein d'activités que l'on peut faire. On peut les faire courir en fonction des attitudes du chien. On peut le faire renifler avec le main trailing, c'est la recherche de personnes disparues. Elles ne sont pas forcément vraiment disparues, elles ont juste fait une trace quelques jours avant. Mais il y a plein d'activités, la recherche de truffes, on peut allier aussi le chien à la gastronomie. Et puis c'est réunir tous les amoureux du chien pour des moments privilégiés et de partage. Et donc c'est un rendez-vous à vocation annuelle. Et on est ravis que cette première édition fédératrice soit soutenue par le ministère de l'Agriculture et bien sûr par l'Ordre national des vétérinaires. Le ministère a accepté de parrainer cette première édition et Monsieur le ministre nous fait l'honneur de nous avoir préparé un mot d'introduction. Monsieur le Président, cher Alexandre Balzer, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je souhaiterais commencer mon allocution en revenant brièvement sur la période estivale qui vient de s'achever, marquée par un nombre important d'abandons d'animaux de compagnie. Et ainsi rappeler que pour la 3e année consécutive, mon ministère s'est mobilisé pour lutter contre ce fléau en lançant courant juillet une campagne de sensibilisation. Cette campagne s'appuyait sur le clip vidéo Stop Abandon et des interviews illustratives de professionnels et de vétérinaires. Plus largement, l'amélioration du bien-être animal et la lutte contre la maltraitance animale sont des priorités du gouvernement du Président de la République depuis 2017. De nombreuses actions ont été entreprises ces dernières années, s'agissant des animaux de compagnie, avec notamment une évolution du dispositif législatif et réglementaire à la suite de l'adoption de la loi que vous connaissez bien du 30 novembre 2021. Ces avancées législatives et réglementaires participent d'un plus grand dispositif mis en œuvre par mon ministère et financé au travers du plan de relance. Ce sont en effet un total de 35 millions d'euros qui ont été dédiés à la lutte contre les abandons par l'amélioration des conditions d'accueil des animaux qui en sont victimes, l'appui aux campagnes de stérilisation ainsi que le financement des soins des animaux de personnes démunies. La Société Centrale Canine joue également un rôle important en matière de bien-être animal par la diffusion de formations adaptées pour les éleveurs et les éducateurs. Les clubs canins sont un lieu privilégié pour sensibiliser les maîtres et éviter les situations de maltraitance par méconnaissance. Mais je ne voudrais pas réduire mon intervention à la seule question du bien-être animal, quand bien même nous aurions beaucoup de travail encore à faire. Et ce, à plus forte raison que la SCC participe à la sélection et au dressage de chiens
employés par les institutions, qu'il s'agisse des armées, des polices ou des douanes. Une grande partie des chiens mobilisés pour nous protéger proviennent ainsi de filières d'excellence structurées par la SCC. Je tiens également à souligner le travail remarquable mené par votre société pour valoriser la cynophilie auprès du grand public. Les trophées des chiens héros en mai dernier et la dernière semaine nationale du chien qui s'ouvre devant nous deviendront, j'en suis convaincu, des rendez-vous incontournables de la relation homme-animal. Ils sont également l'occasion de mettre en lumière une vision du lien entre l'homme et l'animal, axée sur l'utilité du chien pour notre société dans la diversité des relations possibles, qu'il s'agisse d'un compagnon pour la famille, d'un chien éduqué pour rechercher des substances illicites ou encore d'un champion de concours pour sa race. La semaine du chien donnera ainsi l'occasion à des femmes et à des hommes passionnés par la cynophilie de mettre en avant dans plusieurs villes de France le rôle bénéfique du chien au sein de la société. Je me réjouis donc de cette belle initiative et lui souhaite un bon succès et un grand succès. Je vous remercie. Voilà, vraiment merci à Monsieur le ministre de nous avoir fait l'honneur de cette intervention, de l'avoir rencontré récemment et nous avons pu effectivement échanger à propos de tous ces sujets. Et il est important aussi de mettre en avant effectivement le bien-être animal, mais aussi tout ce que la cynophilie peut apporter à la société. Et il apportait effectivement des chiens de sélection pour l'administration et c'est une sélection particulière. Ce sont des Formule 1 qui sont destinés à des rôles très précis, mais qui aident énormément les représentants de l'ordre. J'aimerais faire appel à Jacques, Dr Jacques Guérin, le président de l'Ordre national des vétérinaires. Alors, étant vétérinaire, cher confrère. Merci Alexandre. Écoutez, la question est de savoir finalement quel était l'intérêt pour la Société centrale canine et la profession vétérinaire de s'associer à travers la présence de l'Ordre et le parrainage de l'Ordre à la semaine dédiée à notre animal de compagnie qui est le chien. Je crois que c'est assez naturel. Et pourquoi D'abord, Alexandre disait tout à l'heure que la Société centrale canine est une vieille dame. La profession vétérinaire est aussi une vieille dame, puisqu'elle a été créée il y a plus de 260 années. Alors pas forcément pour les chiens, à l'époque on n'en parlait pas beaucoup, mais plutôt pour les maladies du bétail. Et l'évolution de l'histoire de la profession vétérinaire fait qu'aujourd'hui, après une séquence qui était plutôt pour l'animal de la ferme, après les équidés en tant qu'auxiliaires des armées et puis de la traction, on a vu apparaître et émerger au sein de la société l'importance de la population des chiens. Alors il y a aussi les chats, bien entendu, c'est venu un peu après, jusqu'à en faire finalement un membre apparenté de la famille. Doué de sensibilité, auquel on fait énormément attention. Et finalement, le vétérinaire, c'est le partenaire du soin d'abord, et le soin étant la première étape de la santé et du bien-être. Et c'est celui qui va permettre finalement à ce que cette relation qui s'instaure entre l'animal, le chien et son détenteur soit la plus durable et dans des conditions la meilleure possible, parce qu'on sait très bien que tout au long de nos vies, que nous soyons des chiens ou que nous soyons des humains, nous avons des périodes où la santé peut nous faire défaut. Et donc, dans ce cadre-là, l'idée, c'est que, voilà, on soit dans cette confirmation de la relation de soins, mais au-delà de ça, et je pense que le ministre en a parlé, le vétérinaire aussi, c'est un partenaire de tous les jours du détenteur de l'animal, de la naissance du chien jusqu'à sa mort. Et notamment, nous avons travaillé récemment avec la Société centrale canine et avec le gouvernement, avec le ministère de l'Agriculture, sur la question de, voilà, est-ce que l'adoption, est-ce que l'acquisition d'un chien est quelque chose qui a été réfléchi avant qu'elle ne se fasse? Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que c'est finalement, je clique sur une petite annonce et je me dis, bah, ça serait bien, il est joli, c'est cette petite peluche-là, je vais l'acquérir, je vais l'adopter. Il y a besoin d'avoir une démarche autre pour l'accueil de cet animal dans la famille, sinon, on le sait, le risque,
c'est une rupture rapide de ce lien par l'abandon. Donc les vétérinaires aujourd'hui prennent une place entière sur ces messages de prévention que nous cherchons à valoriser auprès des détenteurs, des familles. Et on a un certain nombre de contacts tout au long de la vie de l'animal. Ça commence par la vaccination, ça commence par la prévention des maladies parasitaires, qu'elles soient internes ou externes. Et voilà, à chaque fois, à chaque étape, je crois que le vétérinaire, en tant que professionnel de la santé animale, fait passer un certain nombre de messages qui vont au-delà de la simple santé. Donc, voilà, ça c'est un argument qui fait que nous étions intéressés par finalement consolider cette action à travers cette semaine liée aux chiens. Le deuxième élément, alors on en a parlé aussi un petit peu, c'est ce que l'animal peut apporter de positif à la famille dans la relation. Alors, il y a des relations de type homme-animal avec des animaux. On l'a vu dans la récompense qui sont données aux chiens lors de la cérémonie des chiens héros, ce que l'animal peut apporter au niveau psychologique, au niveau de la maîtrise de certaines maladies. Et ça a été mis en place avec la Trophée des héros. Je pense que l'objet de la semaine qui va se dérouler et plutôt de focuser sur ce qui est, voilà, ce que peut apporter l'animal, notamment quand il nous oblige à nous déplacer pour aller le promener, pour faire de l'activité physique avec lui. Ben ça, c'est un bienfait de l'animal qu'il va falloir mettre en valeur. Il ne l'est pas dans les trophées, mais il le sera dans la semaine parce que c'est important finalement de bouger. La période Covid nous a appris que voilà, il fallait savoir avec son animal faire du sport en commun, et ça je pense que c'est un message très fort, et c'est là où les relations se mettent en place. Et puis je finirai en revenant à la santé quand même, et au message que nous pouvons passer aux détenteurs des animaux, qui est celui d'un concept que vous connaissez maintenant bien, qui est celui de One Health. Alors on pourrait mettre aussi One Welfare, c'est-à-dire qu'il y a le bien-être de l'animal, mais il y a aussi le bien-être de son détenteur, et tout ça doit faire un bien commun. Et je pense que derrière cette notion de santé publique, n'oubliez pas que finalement votre animal, alors on peut penser à un animal de la ferme, mais l'animal de compagnie a aussi sa part dans le risque de transmission d'un certain nombre de maladies à l'homme. Et ça veut dire que dans sa relation que nous avons quotidiennement avec nos chiens, il faut faire attention à un certain nombre de choses. Et en tant que vétérinaire, moi, de temps en temps, je me questionne quand on voit des articles dans la presse où finalement on met en avant, pour le bien-être des deux, une jeune fille et un chien qui prennent leur bain ensemble, par exemple. Voilà. Je trouve qu'à un moment donné, il faut se poser la question sous l'angle effectivement de la relation entre les deux, mais aussi de l'hygiène, de la santé, parce que ça, c'est pas forcément la meilleure des idées qu'on puisse donner. Mais enfin voilà, il y a un certain nombre de messages. Ce que je voulais vous dire, c'est que le vétérinaire, il a des messages santé, il a des messages de santé publique, il a aussi des messages qui sont plus intimes de la relation, qui relèvent de la relation, j'irais forte, entre un animal et son détenteur. Et j'oublie pas des moments de la vie de l'homme qui peuvent être un peu compliqués. Alors je dis l'homme de manière générale, et notamment les personnes isolées qui, à travers cet animal, finalement gardent un lien important et se socialisent à travers ce lien. Et d'ailleurs, je ferai juste une incise sur la question qui occupe beaucoup l'ordre des vétérinaires que je préside, qui est celle de l'accès aux soins. Voilà. Mon combat aujourd'hui, c'est de l'accès aux soins pour toutes les espèces en tout lieu et en tout moment, et pour toutes les bourses. Ça, c'est un sujet qui aujourd'hui doit être regardé en face, et j'espère que
tout au long de la semaine, nous pourrons passer cette diversité de messages, puisqu'ils sont importants pour l'équilibre de notre société. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bonne première séquence de la semaine. J'espère qu'elle se passera bien et qu'on aura d'importantes innovations dans les animations. Voilà, merci Alexandre. Merci beaucoup Jacques. Nous aurons le plaisir d'ailleurs de nous revoir pour le colloque sur justement le risque et la surveillance des maladies que pourrait transmettre un jour le chien. Vous avez vu que lors du Covid, les mustélidés risquaient de transmettre aussi le Covid, et on n'est pas à l'abri qu'un jour un autre virus, qui ne s'appellera pas Covid, on trouvera un joli nom, mais qu'est-ce qui se passe si un jour on a un virus qui peut se transmettre au chien, voire du chien à l'homme, ce qui pourrait faire une catastrophe dans nos sociétés. J'aimerais faire appel à Christophe, docteur Christophe Blanchard, donc sociologue à l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui va nous présenter justement cette évolution entre le chien de ferme qui était à la tâche et qui était nourri à peine avec les restes, à un membre de la famille qui est parfois mieux nourri encore que l'humain. C'est une évolution qui a été finalement très rapide par rapport aux 30 000 ans d'approche qu'on a pu avoir avec cet animal. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous, aux amis cynophiles que vous êtes. Alexandre parle de nourriture. C'est histoire aussi de jouer sur ce qui vous attend. Il paraît que c'est excellent ici, donc voilà, j'attends de voir effectivement. Alors, je vais faire une petite présentation. Alors, c'est des éléments que vous connaissez, etc. Mais c'est intéressant quand même de recontextualiser à quelques jours de cette semaine du chien, qui est une semaine importante pour voilà, tous les amateurs, tous les particuliers qui possèdent des chiens, tous les professionnels aussi qui sont engagés tout au long de l'année sur ces questions de la relation humain-chien. Donc je vais refaire un petit tour d'horizon, histoire qu'on soit tous en phase avec ce qu'il est possible d'imaginer dans cette relation très, très singulière qui nous unit à cet animal. Depuis plus d'un demi-siècle, le chien a investi l'intimité de son propriétaire en passant finalement de la niche au canapé. Ça a été évoqué tout à l'heure. Ce déplacement est concomitant à un changement du statut législatif et symbolique de l'animal et pour ainsi dire avec l'évolution des sensibilités humaines vis-à-vis du vivant. Ces dernières années, du point de vue réglementaire, le chien a cessé d'être un simple bien meuble pour être considéré comme d'autres animaux de compagnie, comme un être vivant pourvu d'une sensibilité. À ce titre, les mauvais traitements qui peuvent lui être infligés seront plus durement réprimés. Et comme il a cessé d'être une simple chose, aux yeux de la loi, sa présence peut engendrer également de nouvelles problématiques. C'est le cas, par exemple, en cas de séparation. Dans les couples, qui va garder le chien? La garde alternée, ça peut sembler une plaisanterie, mais en fait, ça devient un conflit juridique entre deux personnes parce que même si son statut réglementaire a évolué, il reste considéré comme une chose, donc on ne peut pas couper le chien en deux. Donc voilà, la garde alternée est une question importante et qui pose des problèmes aujourd'hui aux juristes. Ce changement de paradigme interroge la place du chien dans la famille dont il est considéré désormais comme un membre à part, avec un nom bien à lui, une personnalité reconnue, des activités qu'on partage avec lui. Alors durant la semaine du chien, justement, cette intimité et complicité anthropo-canine va être visible à travers le dog dancing, l'agility, alors qui est une activité bien connue, mais il y a des activités très singulières que peut-être le grand public ne connaît pas encore, par exemple la cani-trottinette. Voilà, c'est-à-dire que le chien finalement est toujours associé aux évolutions de nos propres pratiques humaines, des trottinettes. Alors il y en a de moins en moins, je crois, à avoir entendu à Paris. Mais vous pourrez, avec votre chien, quand même faire de la cani-trottinette dans les clubs où des amateurs
pratique ces activités. Le chien de traction, et André y reviendra tout à l'heure, est un immuable de la relation humaine-chien, mais on l'adapte en fonction des évolutions de notre société. Dans une perspective socio-anthropologique, que nous disent finalement les évolutions des relations des chiens et de leurs maîtres? Relations, tu as parlé de 30 000 ans, effectivement, c'est des chiffres impressionnants, hein, quand voilà, les spécialistes ont du mal à définir quand la domestication canine a eu lieu, 15 000, 30 000, etc. Mais par rapport aux autres domestications animales, 5, 6, 7 000 ans, on est sur un temps très long. Donc forcément, il y a un compagnonnage millénaire qui a engendré une évolution qu'on peut considérer comme bioculturelle. Il suffit de passer une quinzaine de minutes à interagir visuellement avec un chien, visuellement, sans le toucher, pour que votre taux d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, augmente en flèche. Pour celles et ceux qui en douteraient, donc, je vous invite à faire un test urinaire après une telle interaction, passer ensuite dans un laboratoire d'analyse, et vous aurez la confirmation que votre taux d'ocytocine a augmenté en flèche. C'est important, et c'est toujours avant le repas, donc voilà. Autre élément, ces modèles socio-familiaux évoluent. Et on peut dire que les façons dont nous abordons notre rapport aux animaux de compagnie, et aux chiens en particulier, sont d'excellents indicateurs de ces transformations. Le cocon patriarcal d'antan a laissé place à des modèles de famille très variés, avec ou sans enfants, avec ou sans maman, avec ou sans papa. Et là, je vous renvoie à l'excellent livre d'Hélène Gâteau, ici présente, qui sort aujourd'hui et qui revient demain, mais qui va être, voilà, vous pouvez la retrouver déjà dans la presse, qui revient de façon assez particulière, singulière, sur cette question du relationnel que nous pouvons avoir avec notre animal, et ces questions sociologiques que soulève cette relation. Donc c'est une question importante qui donne à voir des évolutions sociétales fortes. Bref, plus la sensibilité relationnelle évolue entre les humains, plus les rapports humains au sein de l'institution familiale bougent, et plus les rapports humains-chiens se complexifient, eux aussi dans une sorte de relation analogique extrêmement intéressante à étudier pour le chercheur que je suis. Par exemple, j'étudie depuis quelques temps, en fait, déjà, l'évolution des manuels d'éducation et de dressage canine, mis en relation avec l'historique des manuels, j'allais dire de dressage, mais on trouve cette formulation chez les enfants, et on trouve aujourd'hui des analogies fortes avec l'éducation positive, par exemple, qu'on peut mettre terme à terme en corrélation, finalement, dans l'éducation canine et l'éducation humaine. Donc, la place de notre rapport au chien bouge, tout comme les typologies. Il y a des variations finalement canines intéressantes. Pendant longtemps, le berger allemand que tout le monde connaît forcément, avec la figure classique de voilà, Rintintin, etc., dans l'imaginaire collectif, mais était un chien de famille très valorisé qu'on retrouvait dans l'imagerie populaire, sur les cartes postales, etc. Aujourd'hui, en fait, ça renvoyait à des clichés quand même aussi virilistes, patriarcaux, d'une société qui était quand même dominée par un certain modèle de l'homme tout-puissant, de l'homme avec un petit H. Aujourd'hui, ces modèles changent en fonction de ces évolutions familiales dont j'ai parlé. Et du coup, on parle de plus en plus de ces milléniaux, la génération Y, qui sont des hommes, des vrais hommes, mais qui ont des petits chiens, en fait, qui ne correspondent pas à l'image classique qu'on avait de l'homme testostéroné avec son chien d'attaque prêt à se battre avec vous dans un coin de la rue. Et du coup, ces influenceurs aussi, ces consommateurs qui sont des consommateurs aussi de réseaux sociaux, ont un impact sur les modes et sur les modes canines
et on trouve différents sites sur le net avec voilà, des blogs consacrés à des chiens, des petits chiens, etc., qui parlent de notre époque. Donc les typologies de chiens évoluent. Le modèle des petits chiens est symptomatique d'une époque en pleine accélération, pour reprendre le concept du sociologue Armand Rosa, une urbanisation croissante qui nous éloigne des grands espaces et de la nature avec toutes les interactions animalières qui vont avec. Pour beaucoup, le chien et le chat restent l'ultime lien avec les non-humains. C'est donc une interaction importante dans laquelle on recherche moins de la protection physique que du confort affectif. Les pet toys sont les nouveaux onguents avec tous les éventuels excès consuméristes, voire anthropomorphiques, qui s'y rattachent. Et comme l'ont montré, alors je ne reviens pas sur les épisodes du Covid, le chien, c'est également jouer un rôle finalement de lubrifiant social. Le terme est un terme de sociologue américain qui parle en ces termes de cette relation particulière qui nous unit aujourd'hui aux chiens. C'est ce chien qui va permettre à l'humain d'entrer dans un processus de réaffiliation. Alors, je vous renvoie à des publics qu'on trouve aussi dans la rue, des SDF avec chiens, etc., qui sont en recherche justement identitaire par chien interposé. Mais aussi de remédiation. Alors aujourd'hui se développent des tas d'actions autour de la médiation animale et la médiation canine qui permettent finalement de retrouver des valeurs et des vertus qui correspondent à celles dont manque probablement parfois notre époque. Douceur, affection, tendresse et tout simplement présence, parce que finalement on est dans une société très individualiste. Les sociologues le constatent, et du coup, parfois, se rattacher à un animal de compagnie qui va être focalisé sur vous 24 heures sur 24 vous permet de retrouver un peu de confiance en soi. Il existe aujourd'hui différents programmes de médiation animale. Certaines vont être valorisées durant cette semaine du chien, via notamment les chiens visiteurs, qui est une déclinaison de ces actions de médiation animale que propose la centrale. Des programmes aujourd'hui où l'institution militaire, il y a 2 collègues militaires tout à l'heure qui vont parler de la cynotechnie institutionnelle. Les militaires s'investissent dans la médiation animale aussi pour les blessés, sur la médiation canine notamment, ou des projets universitaires avec un projet qui est aussi soutenu et accompagné par la centrale, le projet Caniscol, où on peut, avec un chien, accompagner à la lecture des enfants en très grande rupture scolaire. Voilà, donc là j'ai dévoilé la suite, André Varlet qui ne va pas tarder à parler, mais avant de lui donner la parole, parce qu'il parle beaucoup, je voulais juste en termes de conclusion me poser la question de savoir si nous sommes finalement cynophilement matures. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu l'as évoqué, des abandons massifs. On ne doit pas focaliser que là-dessus, mais c'est une réalité. C'est quand même problématique dans notre société. Il y a beaucoup de boulot en fait pour qu'on atteigne cette maturité. Nous aimons les chiens, mais les abandons se multiplient. Nous croyons les connaître, mais comme vous l'avez évoqué, les comportements de sens commun, qu'on croit être du bon sens, mais conduisent à des comportements aberrants qui conduisent à de la maltraitance animale. Et c'est pour ça que cette semaine du chien, elle est essentielle pour accompagner aussi les propriétaires, pour faire de la pédagogie, pour rappeler des fondamentaux. Et là, la centrale, depuis qu'elle existe, joue ce rôle, mais plus que jamais, s'ouvre aussi sur des nouveaux accompagnements face à des nouveaux propriétaires, justement pour rentrer non pas dans une société cynique, mais pour rentrer dans une société de cynophiles avertis, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Il faut bien comprendre que ces abandons, dont on n'a pas de nombre exact, un précédent député avait parlé de 300 000, mais on ne sait pas si ça correspond à l'ensemble des abandons, c'est-à-dire chiens, chats et aussi tous les NAC.
On n'a pas de chiffre exact de l'abandon canin. Alors, il y a un observatoire qui est en train de se mettre en place, et on travaille d'ailleurs, la Société centrale canine, dans l'ordre des vétérinaires, et d'autres organismes encore, travaillons pour mettre en place cet observatoire, pour qu'enfin on sache combien il y a d'abandons. Et puis il faudra aussi définir ce qu'est un abandon. C'est bien gentil de parler d'un abandon, mais peut-on parler du même abandon entre celui qui a acheté le chien à Noël et qui l'abandonne au mois de juin parce qu'il part en vacances, et puis cette dame âgée qui doit partir en maison de retraite et qui doit se séparer de son animal parce que la maison de retraite ne prend pas en charge son animal. Ce n'est pas forcément le même abandon, c'est le même déchirement, il ne faut pas forcément, il y en a un qui est sûrement plus important que l'autre, mais en tout cas, il va falloir aussi comprendre et interpréter les natures de ces abandons. En tout cas, il y a quand même 7,5 millions de chiens en France. Même si on prend un chiffre large d'abandon, j'aimerais surtout aujourd'hui parler des 7 400 000 et quelques chiens qui sont bien dans leur famille. Et voilà, les mettre en avant, ça ne veut pas dire ne pas faire de prévention sur ces adoptions irréfléchies, mais c'est bien mettre en avant aussi tout ce qui se passe bien. J'aimerais faire appel pour conclure ces premières présentations au directeur de la centrale canine, André Varlet, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler et qui va nous présenter différentes fonctionnalités du chien. C'est réciproque, mais ce n'est pas toujours facile, hein. Bon, vous allez avoir un suivi, là, mais bon, je n'ai pas tellement l'habitude de travailler en fonction des cadres et des suivis. Donc, sur mon domaine où on m'a demandé de s'exprimer, je veux dire, on peut commencer en disant, à l'origine était le flair. Parce que ce qui a vraiment lié l'homme au départ avec le chien, c'est cette utilisation du flair et cette capacité à utiliser dans les temps préhistoriques le chien avec l'homme. Et certainement qu'au début du développement de Sapiens, avec l'arrivée du chien, nous avons certainement des populations, des groupes de tribus qui auraient disparu s'il n'y avait pas eu ce pacte qui permettait d'aboutir à l'acte de chasse et de pouvoir nourrir la famille. Sinon, je pense que sinon, d'ailleurs, certains chercheurs pensent que Néandertal, s'il a arrêté dans son évolution, c'était peut-être dû dans ses capacités cognitives, à son incapacité à se lier avec les animaux. C'est une théorie parmi d'autres, mais en tous les cas, nous avons prouvé que nous étions capables de le faire. Et comme le disait Christophe, effectivement, alors que les ongulés ont été domestiqués il y a 6000 ans à peu près, mais surtout pour se nourrir, le chien, ça a été déjà un compagnon pour cet acte de chasse qui permettait de vivre dans ces âges farouches où on ne subsistait qu'au travers de la cueillette et de la chasse. Alors à partir de l'utilisation, donc on passe donc de Canis lupus à Canis familiaris, et à partir de l'utilisation de ces capacités olfactives vont se développer des utilisations militaires, le chien de guet qui repère l'approche de l'ennemi, le chien de patrouille qui repère la présence également sur le trajet des militaires s'il y a des embuscades, sans oublier les chiens utilisés pour la recherche de mines, ça a été employé en Algérie au début, hein, qui vont évoluer vers les recherches actuelles d'explosifs en tout genre, toujours sur différents théâtres d'opération, et particulièrement dans les moyens de transport, aéroports, métro. Mais nous avons sur le théâtre de l'Ukraine, on s'aperçoit que la présence des explosifs et la détection des explosifs, ça devient quand même une demande majeure d'utilisation sur le théâtre d'opération. Après le flair, la deuxième capacité du chien très utilisée est l'instinct de garde. Il se manifeste d'abord dans la sécurisation des campements. Quand les chasseurs sont partis, que les familles, les femmes, les enfants restent, eh bien le chien a beaucoup aidé à sécuriser, permettre de prévoir l'apparition de tribus hostiles ou l'apparition de grands prédateurs. Et là, il y avait un intérêt commun entre le chien et l'homme, ce proto-chien et l'homme, à se protéger contre les grands prédateurs. Certainement que l'apparition du feu a été très importante parce que le feu, c'était la protection contre les animaux sauvages, la protection absolue, bien sûr, mais dans les hommes autour et dans la deuxième ligne, peut-être à 40, 50, 100 mètres, des chiens qui étaient là, couchés, et qui pouvaient prévenir de toutes les approches hostiles. Alors, par la suite, eh bien, effectivement, nous avons les chiens de garde des forteresses, hein, dans le Moyen-Âge ou déjà pendant l'Antiquité, et les chiens qui travaillent dans les villes. Il y avait des agents du guet qui passaient toutes les heures et qui passaient sécuriser les gens en disant voilà, l'agent du guet est là, oyez, oyez, bonnes gens, vous êtes en sécurité. Et souvent, ils étaient accompagnés de chiens qui les accompagnaient dans leur travail. Alors, ces utilisations ont amené à la création de nos races bergères modernes,
actuellement utilisés par la police, la gendarmerie et les armées, avec des chiens qui ont la capacité, bien sûr, de rechercher, de repérer et de neutraliser un malfaiteur dans différents milieux. Parallèlement à cela, alors que commencent à être domestiqués les ongulés, il y a 6-7 000 ans, je vous l'ai dit, les pasteurs sélectionnent les chiens pour la garde et la conduite de leurs animaux, participant ainsi au début de la sélection de nos races bergères actuelles, que vous connaissez tous, et de leurs multiples utilisations modernes. Le chien, donc, en récapitulant, a été utilisé pour son flair, pour son instinct de garde, mais également pour sa force de traction. Peuvent ainsi être évoqués les chiens de traîneau dans les pays nordiques, et surtout les chiens d'attelage très répandus dès le XVIIIe siècle dans les régions du centre de la France et de Belgique, qui sont des régions relativement plates. En fait, il y a un parallèle à faire avec le vélo. On ne peut utiliser des chiens de traction que sur des... Il ne peut pas y avoir de plan incliné. Alors pour les chiens, le problème, les gens se disent toujours « Ah ben on ne pouvait pas parce qu'il fallait grimper les côtes ». Non, le problème n'était pas là. C'est que quand vous descendiez, vous aviez la charrette qui vous passait dessus. Donc voilà, donc c'était donc les régions du centre de la France, de la Belgique et tout ça, où vous retrouvez. Pour ceux qui sont intéressés à notre médiathèque, nous avons une très grosse collection de cartes postales avec des enfants, ils tiraient le lait, le pain, enfin toutes ces petites utilisations. Ensuite, le chien était remplacé par l'âne pour les petits transports, puis le cheval et le bœuf. Nous continuons encore à faire des petits concours de traction avec des bouviers bernois et des petites charrettes sympas, mais on va dire que l'utilisation de la traction qui reste à l'heure actuelle, c'est celle des chiens de traîneau, avec Marie-Laurence qui est là, qui s'occupe de la commission chiens de traîneau. Mais là, c'est au niveau sportif pour les faire travailler. Voilà. L'utilisation la plus récente du chien est finalement l'aide au handicap. Alors, il commence à la fin de la Première Guerre mondiale parce que il y a les gueules cassées, il y a les gens qui manquent une jambe, il y a les gens qui sont aveugles, et donc les dresseurs militaires se sont dit tiens, nos chiens que nous avons dressés pendant la durée du conflit, comment on pourrait les utiliser? Eh bien, on pourrait les utiliser en aidant au handicap, et donc on voit l'apparition de charrettes pour aider les estropiés, et on voit l'apparition des premiers chiens guides de malvoyants dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis, en France également. Et ensuite, donc, apparaissent les premières écoles de chiens guides. Et donc, par exemple, l'école Corteville qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale, puis celle que vous connaissez, comme pour le handicap, qui existe. Enfin, si le chien reste le premier exemple de domestication connu chez Sapiens, ceci est également dû à l'empathie exceptionnelle développée au sein de nos deux espèces. Oui, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est fait à ce niveau-là, qui n'existe pas dans les autres espèces animales, qui étaient essentiellement au début utilisées pour la nourriture. Ils étaient considérés comme des sources de protéines. Ce qui nous ouvre le champ des utilisations telles que la médiation, chère à Christophe, là, vers l'enfant et toute personne fragilisée et atteinte dans son psychisme. C'est le juste retour de ce pacte multimillénaire lié entre un louveteau et un enfant il y a longtemps dans l'immensité des steppes sibériennes. Et on pourrait dire, si Saint-Exupéry avait été de ce temps, quand il y a l'enfant, les premiers enfants qui ont pris des louveteaux dans leurs bras, peut-être que le louveteau qui découvrait au travers de cet enfant la possibilité de survivre, il lui aurait peut-être demandé « dessine-moi un enfant ». Et maintenant, avec nos chiens de médiation, quand on a des personnes sur leur lit de souffrance qui ont des chiens à leur côté, une grosse tête de bernois ou de golden retriever contre eux, peut-être que cette personne, dans ses souffrances, elle lui dit « dessine-moi un louveteau ». Voilà, merci. Merci beaucoup, André. Et puis, finalement, dans l'évolution, nous avons aussi maintenant... vous savez que les chiens sont divisés en 10 groupes. Et on a le groupe des chiens de compagnie. Ce n'est pas simplement un groupe fourre-tout. C'est aussi des chiens qui ont été sélectionnés pour la compagnie. Alors vous avez le chihuahua, vous avez toutes ces petites races, mais finalement qui sont extrêmement importantes aussi, et qui ont été sélectionnés comme les autres pour leurs aptitudes. Et ce sont surtout des aptitudes de compagnie. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'on a bien l'idée de sélectionner des chiens de compagnie aux côtés de chiens de guerre, de chiens de chasse, etc. Alors je vais revenir plus spécifiquement sur cette première édition de la Semaine nationale du chien, avec, pour vous donner déjà son programme, plus d'une centaine d'événements. Je pense qu'on atteindra sans trop de problèmes 200 événements, parce que là, depuis quelques jours, on a, comme toujours, nos clubs, ce sont des bénévoles, donc l'idée, ils disent oui, oui, et puis quand on arrive proche de la date, ils disent mince, il faut vite qu'on s'inscrive. Donc on est en train tous les jours de rajouter encore de nouveaux événements, et c'est un véritable succès, j'en suis ravi, et je remercie d'ailleurs au passage
nos agences qui nous aident à monter cette semaine, hein, que ce soit Comme Public et Adocom. Merci beaucoup parce que le travail est important et de tous les jours. Plus d'une centaine d'événements, 200 j'espère, partout en France, avec des partenariats locaux, des clubs d'éducation et d'utilisation affiliés à la centrale, des associations canines territoriales, mais aussi des structures privées, des mairies, des structures publiques qui utilisent des chiens. Des événements extrêmement variés qui peuvent aller de simples portes ouvertes d'un club jusqu'à de villages canins, des conférences, des balades, des cours d'éducation, des expositions, des concours de sauvetage, j'ai vu. On va en lister tout à l'heure quelques-unes pour vous donner les idées. Mais en fait, on a laissé la porte ouverte à tous les organisateurs. Ils peuvent organiser ce qu'ils veulent à partir du moment où on parle du chien. Au programme des démonstrations, des animations pour faire découvrir au grand public les capacités exceptionnelles des animaux. L'idée est vraiment de lancer une énorme campagne de communication sur le bien-être que peut apporter le chien. Des initiatives aux nombreuses activités. Évidemment, on parle de l'agility parce que ça représente actuellement 15 000 licenciés. 15 000 personnes font de l'agility pratiquement tous les week-ends. Mais on a une envolée aussi de gens qui font du flyball, qui font de l'obéissance, qui font de l'attelage. Ce sont ces épreuves où justement vous avez le bouvier bernois ou des grands chiens qui tirent des petites charrettes légères, hein, mais qui tirent des charrettes sur des parcours. Du dog dancing, vous dansez avec le chien sur une chorégraphie. On a vu le cani-trottinette, cani-VTT, cani-rando. Le hoopers, c'est une nouvelle discipline, c'est comme de l'agility, mais le maître a un carré qui est délimité sur le terrain, il n'a pas le droit de sortir de ce carré, et vous avez tout le parcours d'agility pratiquement. Il y a quelques étapes qui changent, il y a surtout des tunnels et des sauts, mais en gros, vous faites une conduite à distance. C'était l'agility d'il y a 20 ans. Eh ben, on a fait une nouvelle discipline parce que vous n'êtes plus obligé de courir. Donc ça veut dire qu'aussi des personnes à mobilité plus réduite peuvent faire ces activités. Bref, quel que soit le chien, quel que soit, il existe de l'agility, c'est du handisport. On a fait des catégories pour les personnes à mobilité réduite ou avec des déficits. Et ça fonctionne très très bien. Bref, quel que soit votre chien, quelle que soit votre forme physique, vous pouvez trouver une activité. Et puis bien entendu, il y a une grande partie de pédagogie. On l'a dit, on veut sensibiliser absolument les futurs adoptants. Et la centrale canine a cette capacité-là. Oui, nous étions et nous sommes toujours pour l'amélioration du chien de race, mais éduquer un chien, conseiller un propriétaire, prévenir des maladies, nous savons le faire pour tous les chiens. Et nous aimons tous les chiens. Bien sûr qu'on a envie de porter haut les races, en particulier les races françaises, mais c'est la maison du chien. Tous les chiens sont les bienvenus chez nous. Et adopter un chien, c'est s'engager pour 15 ans, donc c'est important que ce soit bien fait. Quelques exemples, Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, du 2 au 7 octobre, évidemment, la centrale canine ouvre ses portes avec la fabuleuse médiathèque, une des 3 plus belles médiathèques autour du chien au monde. Un fonds documentaire d'ouvrages et de sculptures, de statues autour des activités canines des plus anciennes, avec des statues précolombiennes jusqu'aux plus actuelles. Eh bien ça, vous pouvez venir. Alors il n'y a pas que du 2 au 7 octobre que la médiathèque est ouverte. En tant que journaliste, bien entendu, vous y avez accès si vous avez besoin de sources documentaires. Crécy-la-Chapelle, une journée ludique de mise en valeur du chien et de son bien-être. Dans Moselle, à Marly, journée portes ouvertes autour de la médiation animale dans un établissement pour adultes handicapés, concours de chiens de sauvetage à l'eau à Lorient. C'est sûr, c'est plus simple quand c'est en mer. Voilà, vous avez la liste, Cornebarieux, des chiens solidaires, une journée exceptionnelle au profit des enfants malades et orphelins de la gendarmerie. À Bouillargues, un village entièrement dédié aux chiens, la fête du bulldog anglais, des concours de dog dancing. Il y en a énormément. On a un site internet, semaine-du-chien.fr. Vous avez toutes les coordonnées, vous avez une carte de France et vous pouvez trouver à côté de chez vous très facilement où il y a une manifestation canine qui est inscrite sur ce programme. Semaine-du-chien.fr, vous avez toutes les infos, comment ça se passe et où sont les manifestations. Je voudrais faire appel au capitaine Frédéric de l'armée de l'air et de l'espace qui va nous présenter ce qu'il va mettre en place pour cette semaine du chien. Merci beaucoup. Bonjour à tous.
Déjà, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. L'Armée de l'air et de l'espace, en fait, est très heureuse de participer à cette semaine du chien, car dans l'Armée de l'air, en fait, et de l'espace, nous avons énormément de maîtres chiens et de chiens, vous vous doutez bien, hein, pour accomplir d'énormes missions, que ce soit des missions en France ou à l'étranger. Donc c'est avec un immense plaisir, en fait, que la communauté des maîtres chiens participera à toutes les activités nombreuses que vous avez évoquées. Tout d'abord, l'Armée de l'air et de l'espace, en fait, donc, emploie les maîtres chiens dans la protection des installations, des emprises sur le territoire national et à l'étranger, pour la protection des installations, des avions, des matériels. Hein, donc ce sont des missions très importantes, en fait, pour la défense. Mais également, nous retrouvons, en fait, d'autres spécialités. En tout, nous retrouvons 5 spécialités, grandes spécialités dans l'Armée de l'air et de l'espace, hein, qui sont les chiens de patrouille, pour assurer la protection de ces installations. Nous retrouvons également des chiens de détection et de recherche d'explosifs et de stupéfiants, des chiens de pistage et des chiens d'assaut que l'on peut retrouver dans des commandos parachutistes. Donc certains ont été récompensés lors du trophée. Donc voilà, ce sont des missions très importantes qu'accorde l'Armée de l'air et de l'espace. Des missions qui sont donc très importantes, hein, pour les différentes missions de l'Armée de l'air et de l'espace. Le maître chien, donc chaque maître chien a un chien, bien évidemment, dans l'Armée de l'air et de l'espace, et chaque maître chien accorde une importance très importante à son chien, puisqu'il s'en occupe quotidiennement. Hein, ce chien-là, il faut s'imaginer que ce chien-là peut sauver la vie de son maître, voire de ses équipiers. Donc on accorde une très grande importance dans le quotidien, aussi bien dans l'encadrement que dans les infrastructures canines, puisqu'elles sont totalement adaptées à l'environnement, aux besoins physiologiques du chien. Voilà. Donc ce sont des choses qui sont bien prises en considération dans l'Armée de l'air et de l'espace. J'avais peut-être des diapositives qui étaient... Ah, c'est ça, oui, mais je les ai là. Ah, d'accord. Donc là, vous avez quelques petites diapositives qui représentent en fait ce fameux maître chien, donc là spécifiquement dans des commandos parachutistes. En plus de ça, vous pouvez voir que l'Armée de l'air accorde une importance au niveau du matériel. L'Armée de l'air est un petit peu à la pointe de la technologie depuis 1936. Hein, donc pour que le chien justement soit employé dans les meilleures conditions, parce qu'on fait très attention justement à ce qu'il soit utilisé dans les meilleures conditions, nous avons des matériels très spécifiques comme Arcane, K9, etc., qui permettent justement d'accomplir des missions très spécifiques, comme des sauts des sauts à ouverture à très haute altitude. Par exemple, le chien peut avoir un masque et peut respirer normalement. Également des matériels spécifiques avec des petites caméras pour aider son maître à réaliser parfaitement sa mission. Il y a des missions aussi spécifiques, hein, l'aérocordage, le parachutisme, où le chien participe activement en fait, à la mission du chien. Et pour couronner un petit peu ce que vous avez dit, donc des participations à toutes les manifestations en France, essentiellement 5 participations donc, qui sont répertoriées sur la carte. Donc ce sont essentiellement des petites activités où les maîtres chiens vont pouvoir montrer justement les spécificités des maîtres chiens de l'Armée de l'air et de l'espace, dont des petits exercices de discipline obéissance, mordant, avec des mises en situation un petit peu tactiques. En fait, en gros, ils vont montrer au grand public ce que le maître chien de l'Armée de l'air et de l'espace fait au quotidien. Voilà, pour donner envie, pour montrer que ce chien-là est utilisé dans des parfaites conditions de travail, hein, dans un niveau de technicité assez important, puisque vous pouvez vous rendre compte que ces chiens-là réalisent parfaitement leur mission et sont donc parfaitement utilisés. Voilà. Je vous remercie de m'avoir invité et puis de la participation du personnel maître chien de l'Armée de l'air et de l'espace. Merci beaucoup. Merci, capitaine. Il faut bien se rendre compte que le ring, qui est parfois décrié, c'est la sélection de ces chiens de l'armée. Plusieurs milliers de chiens travaillent au service de l'armée pour protéger les hommes de l'armée, mais aussi
toute la société française. Et c'est la fine fleur de cette sélection. L'état-major vient de nous envoyer un courrier pour nous demander d'avoir encore plus de chiens de race pour l'armée, pour les administrations. Alors évidemment, le ring, ce n'est pas un chien qui mord n'importe où, derrière une cité. On est bien d'accord, ça n'a rien à voir. C'est une activité extrêmement réglementée, sur des terrains très particuliers, réglementés aussi, définis avec la préfecture, avec des formateurs agréés. Mais voilà, ce sont ces chiens-là que l'on met en avant aussi. Je vais faire appel au capitaine Guillaume Godinot de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, qui lui aussi va nous présenter l'intérêt de cette semaine du chien pour la gendarmerie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le capitaine Guillaume Godinot. Je suis très heureux d'être parmi vous. Alors moi, j'ai la chance d'exercer le métier de gendarme qui me passionne, mais j'ai encore plus de chance parce que je m'occupe de la cynotechnie en gendarmerie. Donc je travaille avec des gens qui sont passionnants et passionnés. Alors, avant de vous présenter les événements que la gendarmerie organise dans le cadre de la Semaine nationale du chien, permettez-moi de revenir rapidement sur pourquoi les gendarmes utilisent des chiens. Et je vais donc vous dresser un historique rapide. Alors, l'histoire du chien en gendarmerie, c'est à peu près, ça date de la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc bientôt 80 ans. C'est 80 années d'histoire partagée. Alors, vous avez tous en tête sûrement cette image d'Épinal du gendarme avec un chien à ses côtés pour arrêter les malfaiteurs. Alors, c'est pas faux. On utilise toujours des chiens pour arrêter les malfaiteurs, mais pas que. Aujourd'hui, après 80 ans, je peux vous dire que la gendarmerie a développé à peu près 15 technicités. Alors au-delà du chien pour arrêter les malfaiteurs, effectivement, le chien a été utilisé rapidement pour la lutte contre les stupéfiants. Sa capacité olfactive hors du commun est aujourd'hui un appui indispensable. Et on a amené cela très loin, puisqu'on a même développé une grande polyvalence chez nos chiens, en développant leur capacité par l'exercice, par la complicité. On les a amenés à un niveau qui nous permet aujourd'hui d'avoir certains chiens qui détectent les stupéfiants, les armes, les munitions et les billets. Alors je peux vous dire que quand vous êtes sur le terrain en perquisition et que vous avez ce type de chien qui arrive, on sait que ça va être rapide et efficace. Alors, au-delà du stupéfiant, on a aussi employé le chien dans des unités de contre-terrorisme. Effectivement, tout à l'heure, ça a été souligné pour la capacité de détecter des explosifs. Et on a continué dans cette lancée avec la recherche et le développement autour du chien. On utilise aujourd'hui, par exemple, des chiens de Saint-Hubert qui nous permettent de faire de la piste froide, c'est-à-dire qu'on est capable parfois de remonter des pistes plusieurs jours après la disparition d'une personne. Et on a encore de nouveaux horizons qui s'ouvrent devant nous. On a parlé tout à l'heure de cette capacité du chien qui amène de la sérénité chez les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, on a une expérimentation en cours avec l'association Handi-Chien pour les chiens d'assistance judiciaire, car on s'est aperçu que le chien a une faculté de libérer la parole, parfois de victimes qui sont gravement traumatisées. Alors, comme tous les gendarmes, les cynotechniciens répondent présents au quotidien pour la sécurité des Français, mais aujourd'hui, pour les grands événements également, déjà pour la Coupe du Monde de rugby, et demain pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour vous donner une idée, c'est 460 mètres de chiens environ en gendarmerie que l'on a, avec un cheptel canin d'environ 600 chiens. Donc effectivement, la gendarmerie a sa place ici avec la centrale canine pour la Semaine nationale du chien, et c'est avec un grand plaisir qu'on a décidé de se joindre à cette semaine en organisant de grands événements. Le chien, c'est devenu un frère d'armes après ces 80 années passées à nos côtés. Je peux vous dire que quand vous êtes en patrouille, la présence d'une équipe cynotechnique avec un chien, ça amène vraiment un supplément d'âme à la patrouille, à cette faculté que l'on a effectivement à être plus efficace judiciairement, mais c'est aussi un meilleur contact avec le public, avec la population autour du chien. C'est très fédérateur. Et nos chiens, on les emmène partout avec nous, en tout lieu, en toutes circonstances, et même parfois dans des conditions extrêmes. Ils sont là et ils sont vraiment un atout pour nous.
Alors, pour moi, c'était naturel qu'on s'associe à cette semaine pour leur rendre hommage, parce qu'on leur doit bien ça. Alors, à l'occasion de cette semaine, moi, je vous invite à venir à déjà 2 grands événements qui sont organisés, et je suis sûr que d'ici la semaine nationale du chien, il y aura d'autres événements, donc il faut surveiller la page internet du site. Donc, je vous invite le 5 octobre, le jeudi 5 octobre, à partir de 13h30, à Gramat, dans le Lot. C'est le pays de la truffe. On s'est dit que c'était une bonne idée pour y faire un centre national de la cynotechnie pour la gendarmerie. Donc ce centre, il va bientôt fêter ses 80 ans. C'est notre centre d'expertise cyno. C'est un magnifique centre. C'est une des rares casernes, c'est même la seule caserne qui porte le nom d'un chien. Donc voilà, vraiment, c'est une école à part, atypique, où les dresseurs qui sont là-bas détiennent vraiment un grand savoir-faire. Donc venez le jeudi 5 octobre pour voir tout ce qui est maîtrisé par la gendarmerie. Ça sera aussi l'occasion pour le public de venir visiter notre musée de la cynotechnie, voilà, et peut-être de pouvoir passer quelques minutes dans le jardin du souvenir où l'on rend hommage à nos chiens héros. Et ensuite, toujours dans le sud-ouest, bon, avec mon accent, vous aurez deviné que je ne suis pas très objectif, mais voilà, c'est une belle région. Le dimanche 8 octobre, toute la journée à Cornebarieux, ça a été évoqué tout à l'heure, dans la périphérie de Toulouse, vous aurez des présentations dynamiques. Vous aurez même la présence d'un hélicoptère de la gendarmerie avec un hélitreuillage d'une équipe cyno. Ça sera vraiment un bel événement. Et vous aurez vous pourrez être accueilli par l'adjudante Mélanie et son chien Louba qui ont été récompensés lors de la dernière édition des trophées des chiens héros. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à venir nombreux. J'invite toutes les personnes qui le peuvent à venir à ces événements pour vraiment se rendre compte de la complicité qui peut exister entre un maître et son chien. Et vous voyez, depuis le début de l'intervention, je vous parle d'équipe cyno. Et en fait, une équipe cyno, c'est vraiment un binôme inséparable. Il n'y a pas d'un côté le maître et le chien. Et ça, c'est vraiment traduit dans la devise des cynotechniciens en gendarmerie, qui est « toi et moi pour eux ». Et c'est vraiment ce message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, capitaine. Une conclusion très très courte, parce que ça commence à sentir bon. Hein, bon, vous rappelez que la première édition, c'est du 2 au 8 octobre, première édition de la Semaine nationale du chien. Le programme, vous le trouvez sur la semaine-du-chien.fr, une plateforme dédiée, une carte de géolocalisation. Et voilà, mettre en avant le plaisir que nous pouvons avoir avec le chien, c'est vraiment cette notion de plaisir qui nous tient particulièrement à cœur. Les chiens, un dernier mot, profitons de cette semaine pour le Pet at Work, amener son chien au travail. La centrale canine a mis ça en place il y a quelques années maintenant. On a modifié tous les sols, on a tout modifié pour que nos salariés puissent apporter. On se rend compte que 40% des Français aimeraient pouvoir amener leur chien à la maison. Et finalement, pour les patrons, on a montré que c'était un point extrêmement positif parce que le salarié, il n'a pas besoin de partir pour aller sortir son chien, il l'a à domicile, il l'a à côté de lui. Il y a ce facteur de baisse du stress. Bon, il augmente l'ocytocine. Alors, ça peut être bien aussi si jamais vous êtes enceinte, il y aura plus d'ocytocine, plus de lait. Bref, il y a plein de choses positives. Et donc, c'est l'occasion aux entreprises et associations françaises de s'initier à ce Pet at Work, qui est un cheval de bataille aussi de la centrale pour que le chien soit accepté partout. Les chiens seront à l'honneur dans toute la France, 2 au 8 octobre, promouvoir le chien et la plateforme dédiée semaine-du-chien.fr. Bon appétit et merci beaucoup d'être venus.